Now go! Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau à cette séance numéro 5 de votre séminaire d'introduction à la démarche scientifique. Comme la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez déjà suivi et écouté notre séminaire et notre séance 4. Simplement pour rappeler vitement, je me trouve avec ma collègue Valentina Olex et moi, Eva Fernandez. Donc, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui va être la structure de cette séance, on va faire un rappel à la séance précédente, plus particulièrement à ce qui concerne la opérationnalisation. On va aussi vous donner des a priori pour votre travaux écrits et on va discuter quel est le dessin de recherche, qui c'est le vif du sujet. Donc, on va vous donner des clés pour pouvoir répondre à les questions suivantes. Observer quoi? Observer qui? Comment? Et analyser comment. Donc maintenant, vous savez toutes et tous, on a différentes démarches pour établir et rédiger un travail de recherche. La première étape, c'est la question de départ, donc le moment où vous avez essayé de comprendre quelles étaient les thématiques et les lectures intéressantes pour vous focaliser sur une question de recherche qui est claire et qui est le fil rouge de votre travail. Dans l'étape numéro 2, c'est plutôt dans la phase exploratoire, donc où vous avez lu différentes lectures de différents auteurs et autrices qui vous ont aidé pour comprendre effectivement quels concepts étaient importants et fondamentaux pour la suite de votre travail, pour ensuite arriver à la problématique, qui est l'étape numéro 4. Dans cette étape, vous avez pas simplement mis en avant une question de recherche, mais vous avez problématisé. Et qu'est-ce que ça signifie? Comme vous l'avez déjà vu, problématiser, c'est tout simplement lorsque vous soulevez un problème et à travers une argumentation serrée, vous mettez en avant et vous justifiez votre question de recherche. Ensuite, il y a l'étape numéro 4, qui c'est la construction du modèle d'analyse, qui c'est notamment cette séance qu'aujourd'hui avec Eva, on va vous expliciter. Et vous avez la possibilité dans les prochains cours et séminaires, notamment dans votre PDR, d'avoir aussi l'étape 5, donc où proprement vous allez observer et récolter les données importantes pour ensuite les interpréter, les analyser avec l'étape 6 et pour en fait mettre en avant finalement les conclusions au niveau de l'ouverture de votre travail. Donc, une petite rappel pour votre travail écrit et les exigences. Même si a priori cette PowerPoint est, semble-t-il, assez dense, je pense que c'est un PowerPoint, un slide qui puisse être utile pour tous les étudiantes. Dans le sens que on vous met déjà dans différents ensembles qu'est-ce qu'on attend comme critère pour évaluer vos travaux. Donc, dans un premier moment, on va vous demander de développer une introduction dans laquelle compte avec une problématique et une question de recherche. Vous allez présenter quelle est la thématique. Vous allez nous montrer ou nous donner une petite revue de la littérature. Vous allez soulever l'identification d'un problème plus à pertinence sociale et scientifique. Et vous allez nous annoncer une question de recherche claire, pertinente, faisable, sur la base aussi d'une structure scientifique et méthodologique. Après, on va passer sur un cas théorique et des hypothèses. Ici, vous allez saisir les perspectives théoriques qui vont être les bases ou les fondements, les éléments fondamentaux pour votre recherche. Ils vont être les mécanismes qui vont soutenir, c'est-à-dire ces piliers
qui vont soutenir, qui vont donner lieu à vos hypothèses, telles que les hypothèses vont être cette première réponse à une question de recherche. Et vous allez justifier, dans ce cadre, les pourquoi vous avez mobilisé certaines théories et pas des autres. Troisièmement, vous allez arriver dans un cadre méthodologique. C'est un cadre méthodologique qu'on va essayer aujourd'hui de vous donner des outils pour pouvoir bien les cerner et les développer. Il va prendre en compte ou va être l'élaboration d'un dessin de recherche. C'est un plan sur lequel vous allez nous expliciter qu'est-ce que vous allez observer, comment et à partir de quoi. Vous allez aussi nous donner des choix par rapport à la collecte des données et les types de valorisation des concepts que vous avez plus ou moins définis et les outils que vous allez utiliser pour pouvoir analyser ces concepts de façon empirique. Dans la conclusion, vous allez nous donner un petit rappel de la démarche et de l'entreprise que vous avez suivie. Vous allez discuter l'ensemble de votre 3 premières subsets, lesquels on vient de discuter, l'introduction, les cas théoriques et la méthodologique. Vous allez les faire discuter. Vous allez nous donner une discussion qui porte sur les limites théoriques de votre dessin, de votre recherche. Et vous allez aussi nous donner des pistes d'ouverture par rapport à l'objet que vous allez saisir empiriquement et théoriquement. Maintenant, en ce qui concerne le dessin de recherche, le dessin de recherche, c'est vraiment un plan. C'est un plan systématique qui conçoit comment on va répondre empiriquement à un problème scientifique qui a été identifié préalablement. Donc, c'est vraiment une route, une feuille qui va nous dire, en tant que fil conducteur, comment on va amener une analyse, soit de type empirique, pour tester nos hypothèses. Le dessin de recherche. Comme vient de dire Eva, il s'agit d'un plan. Et si vous voulez, à travers le dessin, il faut aussi indiquer comment vous allez vous confronter votre réflexion théorique à la réalité des faits. Donc, il s'agit proprement de mettre en avant certaines stratégies à la fois d'observation et des stratégies d'analyse. Donc, les deux questions fondamentales que vous devez vous poser, c'est quelle est la stratégie d'observation que vous allez adopter et quelle est la stratégie d'analyse, notamment la stratégie qui passe de la conceptualisation à l'opérationnalisant. Il faut que vous mettez en avant deux exigences. La première, il s'agit de la validité interne et la deuxième, c'est la validité externe. Pour ce qui concerne proprement la validité interne, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les indicateurs que vous êtes en train de mettre en avant pour étudier le monde empirique sont pertinentes? Est-ce que donc vos variables, est-ce que dans la définition de votre opérationnalisation, vous mettez en avant certaines dimensions et indicateurs? Est-ce que c'est correct? Donc, posez vraiment vous la question, est-ce que vous êtes en train de récolter les données que vous avez effectivement besoin? Alors que pour ce qui concerne la validité externe, c'est la question que vous devez plutôt vous poser, c'est est-ce que cela est généralisable? Est-ce que la donnée que vous avez trouvée ou les données que vous avez analysées, vous pouvez, dans quelque façon, généraliser pour d'autres contextes, pour d'autres périodes? Pour la préparation d'un dessin de recherche, il faut vraiment spécifier les plans qu'on amène pour observer la réalité sociale. Et donc, pour répondre à ce plan d'observation empirique, différents chercheurs ont mis en avant des questions qui peuvent nous aider à bien fournir un plan ou à bien préparer un plan. Ici,
on regarde, on peut observer que ces questions sont, on observe quoi, on observe qui, on observe comment et on analyse comment. Donc, il est clé pour pouvoir répondre à ces questions, avec beaucoup de détails et discuter bien l'objet de l'opéralisation des concepts. Et on va voir le pourquoi. Donc, quand on décide d'observer quoi, on est en relation avec le processus d'opéralisation des concepts. Donc, on va décider quoi on observe parce qu'on peut expliciter une unité d'analyse qu'on attribue à un concept. Parce que on a donné une définition opératoire à un concept dans une unité d'analyse. Et on va appliquer cette définition opératoire à les différents cas d'études. Donc, une fois vous êtes capable de définir clairement quoi vous observez à partir de ces 3 étapes-là qui sont très liées à l'opérationnalisation, on pourra passer à observer qui. Donc, on observe quoi nous donne après l'étape suivante. On observe qui. Donc, on va essayer de délimiter un espace. Dans la séance précédente, vous vous souvenez que, comme moi, j'ai parlé de la unité d'analyse de notre exemple, que c'était la participation des immigrants en Suisse. J'avais délimité mon unité d'analyse déjà au niveau individuel, mais plus concrètement, je me limitais à une population qui se concentre en Suisse. Cette population est très définie et va être étudiée. Évidemment, ça dépend des types de stratégies que vous allez choisir pour votre dessin de recherche. A priori, si vous êtes en train de suivre un type de stratégie empirique, quantitative, on est plutôt sur une idée d'échantillonnage, un échantillonnage dans l'ensemble de la population. Donc, ce qu'on appelle population, tel comme l'a défini Corbett et autres types et autres chercheurs, une population constitue vraiment un ensemble de notre unité d'études. C'est l'objet d'étude dans un ensemble de type N. N en majuscule, elle fait référence à l'univers complet de cette population. Et donc, N en minuscule, il fait référence à une partie de cette population. Donc, c'est grâce à la procédure par échantillonnage, dans des grandes enquêtes, par exemple, qu'on va être capable de saisir un numéro plus réduit de notre population. Donc, on va passer d'un grand N à une petite n, toujours en gardant que cette petite n a été choisie de façon aléatoire et qui est représentative de sa population mère. Comme vient de dire Eva, on a différentes possibilités pour choisir notre échantillonnage. Et quelle est la question maintenant que vous devez vous poser? C'est quelle est votre question de recherche et quelle est votre population mère? Est-ce que la population est grande ou est-ce que vous faites face à une population plus récente? Et à dépendance de ça, vous avez la possibilité de choisir la façon pour mettre en pratique différents types d'échantillonnage. Notamment, la première, c'est analyser la totalité de la population parce que peut-être soit vous faites face à une population assez petite ou soit vous avez des grands moyens qui vous permettent, par exemple, comme disait Eva, de recenser une large population. Par contre, si votre population est trop grande et les moyens sont un peu plus restreints, soit au niveau du temps, soit au niveau des ressources, vous allez plutôt faire un échantillonnage aléatoire, représentatif, donc en essayant toujours de garder les caractéristiques de votre population mère, mais vous allez faire en sorte que vos échantillonnages de façon aléatoire, vous allez du coup analyser ces unités pour votre question de recherche. Et finalement, si vous faites face à une type de population plus petite, donc le N est restreint, et ça c'est le cas des fois
ou pour la plupart des fois pour des analyses qualitatives, vous pouvez avoir la possibilité de analyser et du coup interviewer ou observer toute la population. Donc, encore une fois, c'est très important que vous compreniez quel est le contexte, qui sont les personnes ou quels sont les enjeux que vous voulez tester pour comprendre quel type de stratégie vous pouvez mettre en place pour l'échantillonnage. Donc, par rapport aux collectes de données et aux analyses, maintenant, on va regarder ensemble quels sont ces différents types d'analyses. Et la question qu'on va faire, c'est observer comment. Donc, il faut sélectionner la méthode pouvant récolter et produire cette information. Donc, comment je vais collecter mes données? C'est la deuxième question que vous devez poser. Donc, c'est un choix en cohérence avec vos indicateurs et les hypothèses. Et vous avez cette chance que vous avez une assez large palette de différents instruments et méthodes que vous pouvez choisir pour votre travail de recherche, notamment le questionnaire par exemple, ou sinon vous pouvez faire des entretiens, ou sinon vous pouvez plutôt récolter différents documents dans des archives, ou sinon aussi regarder ou avoir plutôt une observation participante. Donc, vraiment, la question maintenant que vous devez vous poser, pas simplement c'est quoi l'échantillonnage, mais surtout comment vous allez attendre cet échantillonnage. Donc, comme on dit et Valentina, observer comment c'est très lié avec la collecte des données. Donc, on peut dire qu'il y a deux types de stratégies, ou deux larges stratégies. Il pourrait y avoir un type de stratégie directe et un type de stratégie indirecte. Donc, si on prend les cas de Valentina et sa recherche sur la participation des jeunes, on pourrait dire que toi, par exemple, tu pourrais toi-même amener une enquête chez les gens activistes. Et là, elle va faire, par exemple, un type de récolte de données directe sur lequel elle va, par exemple, participer, pas de façon active, mais en faisant, par exemple, de l'observation participant, dans les meetings des activistes d'un mouvement social à Genève. Un autre type d'observation, c'est l'observation indirecte. Cette observation indirecte, elle se base sur des questionnaires ou des questionnaires qu'on envoie au sujet de recherche. Et par exemple, c'est celle qu'on appelle des sondages ou des entretiens semi-directifs. Pour construire un instrument qui permet de collecter ces informations souhaitées, on a différents types de choix. C'est ces 4 choix que Valentina nous expliquait auparavant. Mais les choix, comme a été dit aussi avant, et c'est de cela, il pourrait sembler un peu répétitif, mais c'est important que vous les gardez en tête. Ce choix des instruments, elle est strictement lié avec votre opérationnalisation et les types d'observation que vous souhaitez faire. Donc, à nouveau, pour regarder les instruments, vous avez 4 instruments différents. Et comme vient de dire Eva, vous avez d'un côté le questionnaire, vous avez l'entretien ou les archives ou du coup tous ces documents secondaires ou l'observation participant. Et maintenant, on va essayer d'être assez bref et de résumer les différentes caractéristiques que chacun de ces instruments sont nécessaires pour la mise en place d'un bon projet de recherche. Donc, Eva, toi, par exemple, lorsque on pense à ces 4 instruments principaux, lequel ça te vient tout de suite en tête? En disant, moi, a priori, je travaille plutôt sur des types d'études avec sondage, des questionnaires. Mais je voulais rajouter que ces 4 types de collecte de données ou des données qu'on vous a mis, c'est pas exhaustif. La liste, elle peut être élargie. C'est les 4 principaux qu'on mobilise. Le questionnaire est un type d'outil de collecte de données qui nous permettent d'arriver à un nombre important
des populations ou des personnes interrogées. Elles nous permettent aussi de faire des analyses quantitatives et elles nous permettent de généraliser. Pourquoi elles nous permettent de généraliser? Parce qu'on a des réponses aux questions qui sont déjà précodées, donc qui ont tendance à être fermées. Et nous permettent de connaître des objets assez larges par rapport aux comportements ou les attitudes des individus au sein d'une population. Les enquêtes par questionnaire peuvent être de façon directe, c'est-à-dire face à face ou par téléphone. Donc, il y a quelqu'un qui vous appelle et vous pose les questions du questionnaire. Les questionnaires en direct qui sont aujourd'hui largement utilisés en Internet et vraiment, je pense que la plupart d'entre nous, dans son mobile ou dans son téléphone portable, a déjà reçu des enquêtes par ligne. Il y a aussi une question qui est fondamentale dans les enquêtes par sondage ou l'enquête par questionnaire, c'est cette question du type des objets, le type de questions que vous allez poser. On peut trouver des questions fermées dans lesquelles il y a un précode très ferme pour avoir les possibles réponses à ces questions. Il y a des questions ouvertes dans lesquelles l'individu vraiment a la possibilité de rajouter des réponses de format long ou des questions semi-ouvertes. Ces données, a priori, peuvent être des données primaires ou des données secondaires. Primaire, ça c'est dans les cadres que moi, dans ma recherche, j'essaie de, a priori, amener moi-même une enquête qui va répondre à les besoins théoriques, hypothétiques et conceptuels de mon étude scientifique. Donc, c'est moi qui va dessiner spécialement cette enquête pour mes besoins de recherche. Mais il y a aussi des enquêtes, des sondages qui, on pourrait dire, sont standardisés et qui sont répétés dans le temps, tels comme les panels suisses, que c'est pas qu'elle va fournir une réponse à une question en particulier, mais elle va nous donner une caractérisation ou une description des différents types de comportements, attitudes et styles de vie d'une population dans le temps, et auxquels on peut faire aussi appel pour répondre à notre démarche, et à notre démarche académique ou à notre problématique. Valentina, moi, je sais que tu es vraiment une personne qui utilise beaucoup les entretiens semi-directifs. Tu pourrais en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, pour ce qui concerne les entretiens semi-directifs, vous avez encore une fois une forme de questionnaire, mais vous allez plutôt avoir une guide pour le questionnaire où vous allez poser les questions pour notamment répondre à votre question de recherche. Et différemment peut-être du sondage, là-dessus, vous allez avoir plutôt un échange un peu plus approfondi, parce que d'un côté, vous êtes la plupart des fois face à face, et du coup, ça va prendre entre 1h30, 2 heures ou 3 heures, ça dépend toujours de l'étendue de votre entretien. Et la possibilité, différemment du questionnaire, c'est qu'au cas où une question n'a pas été comprise, ou si par exemple vous voulez rebondir sur quelque chose pour clarifier, vous avez la possibilité. Donc, il y a un peu cette communication, ce dialogue avec la personne que vous voulez interviewer, et du coup, vous pouvez vous pouvez relancer, vous pouvez encadrer la parole, tout évidemment laissant l'espace à l'autre personne. Toujours par rapport aux entretiens semi-directifs, par exemple, la plupart des fois, vous allez avoir des questions assez ouvertes, parce que autrement, on aurait choisi plutôt des questionnaires que normalement sont utiles parce que les questions sont un peu plus restreintes. Donc, si vous voulez choisir plutôt des entretiens semi-directifs, c'est aussi parce que vous voulez capter
leurs pratiques, les parcours de vie des personnes, les relations interpersonnelles, sociales, ou même l'histoire ou la mémoire collective par rapport à des événements. Par contre, si vous voulez plutôt saisir qu'est-ce que s'est passé vraiment ou factuellement dans une situation historique ou quelles sont genre des informations plus précises, l'entretien semi-directif n'est pas vraiment le bon outil. Ce serait plutôt au niveau des documents ou par très important que vous vous demandez toujours si l'instrument que vous êtes en train d'utiliser est vraiment approprié. Pour ce qui concerne toujours le type d'échantillonnage, il s'agit de, vous allez évidemment prendre en considération une N qui est vachement plus petite par rapport au sondage, comme disait avant Eva. Et du coup, vous allez un peu regarder soit des cas typiques, soit des cas atypiques, pardonnez-moi, mais dans un groupe plutôt restreint. Donc, et si on continue avec les différents types des sources ou des instruments pour la collecte des données, on a parlé de l'analyse de documents ou des archives. Ici, on a appelé ça l'analyse des contenus textuels et des discours. En fait, c'est qu'on essaye de voir à partir de ce type d'instruments, c'est à partir de ce type d'instruments, on essaye de comprendre en se basant sur des corps de textes. On va construire des grilles qui vont pouvoir nous donner une réponse à nos hypothèses. Donc, on va construire des grilles, des codages, des codebooks pour pouvoir opérationnaliser nos concepts dans l'ensemble de ces documents et ces archives. Donc, on va définir un corpus. Cet corpus, il peut être fait par des articles, des discours, des débats. Il peut être fait aussi par des positions prises par des acteurs. Et à partir de ce corpus, on va construire un guide qui va analyser chaque objet et va nous permettre d'appliquer l'opérationnalisation qu'on a fait a priori sur on observe quoi et on observe qui sur la grille de codage. Et à partir de là, on pourra choisir une stratégie pour analyser ces documents, soit de type qualitatif, soit de type quantitatif. C'est-à-dire, les analyses des documents et des archives nous permettent a priori d'établir deux stratégies de recherche différentes. On peut entrer dans une démarche de type quantitatif ou dans une démarche plutôt qualitative. Par contre, quand on fait une analyse d'un sondage, on est plutôt dans une démarche de type empirique quantitative. Et on a plus tendance à faire une démarche de type qualitative, empirique qualitative, quand on est dans une analyse d'instruments de collecte semi-directive ou des entretiens en profondeur, comme celle qui expliquait Valentina. Par contre, ici, dans les documents, les instruments des documents et des archives, on peut décider de prendre une ou l'autre. Maintenant, Valentina, pour l'observation participante, là que je parle des activistes, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Alors, l'observation participante, si vous voulez, il s'agit proprement de, comme le nom l'indique, d'une méthode où vous allez observer du coup visuellement les différentes personnes. Vous n'allez pas rentrer en contact avec eux et plutôt vous allez essayer de capturer et opérationnaliser toujours les comportements à un certain moment ou comment ils se produisent. Donc, il ne s'agit pas vraiment sur des déclarations toi ou moi, on va jamais interagir proprement avec les sujets comme on aurait pu avoir, comme tu disais, avec les sondages ou les entretiens. Mais comme dans les archives, dans les documents, les sujets vont jamais être interpellés. Donc, si vous voulez que ce soit, par exemple, en étude de cas qui pourrait regarder des personnes qui ouvrent des portes, d'après toi, quelles seraient, par exemple,
des hypothèses qu'on pourrait avancer si on regarde là tout de suite des individus qui ouvrent des portes. Si je ne me trompe pas, il y a eu une étude sur ça aux États-Unis. Et a priori, la première chose qui me vient en tête, c'est pourquoi on va déjà se pencher sur l'observation des individus qui ouvrent les portes. A priori, on pourrait dire que ça doit être une démarche qui s'intéresse au contexte auquel quelqu'un va s'engager dans l'action d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, par exemple, là, comme tu disais justement de cette étude, il s'agissait d'un campus universitaire. Du coup, la personne regardait qui ouvrait ou pas la porte. Mais par exemple, si maintenant, aujourd'hui, on regarde qui ouvre ou pas la porte, par exemple, à la Migros, on ne va pas vraiment ouvrir la porte parce que justement, on ne doit pas toucher des choses. Donc, on peut regarder certaines normes. D'après toi, dans cette étude américaine, lorsqu'il y avait des gens qui ouvraient des portes, quelle typologie on pourrait imaginer? Donc, j'imagine que dans ce type d'études, on est intéressé par exemple une question des gens, une question de discrimination par rapport à des groupes ou pas. Donc, on peut s'interroger si, par exemple, il y a une tendance à ouvrir les portes à une femme et pas à un homme. Et voir dans quel contexte, soit universitaire ou pas, ce type de comportement a lieu. Donc, comprend un peu quelle est la relation de les contextes avec des objets de recherche, non? Exactement, exactement. Et comme tu le disais justement, la personne ou la chercheuse et le chercheur, ils regardaient notamment à dépendance de avec qui ils devaient interagir, les personnes avaient une autre aptitude. Donc, comme tu as bien dit, si c'était une femme, on lui ouvrait la porte, si c'était un homme, moins. Et après, c'était assez marrant parce qu'ils ont même rédigé différentes typologies. Ils ont rédigé la typologie le missionnaire, du coup, la personne qui ouvrait constamment la porte n'arrivait jamais à rentrer elle-même. La personne qui regardait face à personne est passée, etc., etc. Donc, voilà, c'est un exemple comme ça. Mais si vous voulez, l'importance d'observer, par exemple, l'ouverture de la part de quelqu'un des portes reconstitue, si vous voulez, un système de relations sociales, des tabous, des normes, les fondements culturels. Donc, si par exemple, vous avez un cas dans votre question de recherche où vous avez la l'observation participante, vous avez toujours la possibilité de constater et de regarder cela. Donc, comme on a dit, le champ d'observation est large, mais évidemment, on ne doit pas être trop largissime parce que sinon, comment vous pouvez vraiment regarder? Et surtout, il faut bien évidemment toujours s'appuyer sur des hypothèses, les opérationnaliser pour structurer du coup les différents actes que vous voyez pour leur donner une typologie. Et ensuite, à travers une grille d'observation, vous pouvez les coder. Donc, pour tous ces quatre, c'est très important que vous avez déjà lu différents articles qui parlent de ça pour en plus vous approprier. Donc, c'est pas parce que vous faites de l'observation participante que les moins scientifiques que d'autres. Donc, chaque instrument est pertinent si vous êtes bien capable de l'utiliser. Donc, après avoir fait un revue sur on observe quoi, on observe qui, on observe comment, maintenant on va se demander comment on va analyser. Donc, pour savoir, c'est-à-dire pour pouvoir répondre à cette question sincèrement, il faut aussi revenir à la séance 4, dans laquelle on a finalisé cette séance en discutant les stratégies qu'on va choisir pour prouver empiriquement nos hypothèses. Donc, analyser comment, c'est une stratégie de preuve. Et cette stratégie de preuve, en s'appuyant sur les textes méthodologiques, on vous a donné 3 types de stratégies à choisir. Une stratégie d'étude des cas approfondie, comme celle qui a fait Clochard en 2016. Une structure de type descriptive. Une structure de type comparative, comme celle qui a fait Anne Garner en 2013. Donc,
Pour comparer, et c'est ce type plutôt de structures qu'on vous encourage à privilégier aujourd'hui, évidemment, pour votre PDR ou vos autres séminaires, on vous encourage aussi de faire des études de cas en profondeur ou des stratégies de preuve descriptives. Mais a priori, pour celle-ci, je sais que la plupart de nos collègues, ils sont plutôt en train de vous demander un type de structure comparative. Donc, comparer selon quelles caractéristiques, comparer dans les temps, comparer quel groupe et comparer selon quels critères. Et à partir de cela, on pourra aussi répondre à comment on va pouvoir comparer. Qu'est-ce qu'on va favoriser pour amener cette comparaison, soit des groupes, soit des individus, soit des caractéristiques. Donc, pour conclure, on a deux slides. La première slide, c'est vraiment un petit résumé de ce qui vient d'être décrit dans toute cette séance, mais très généralisé, de façon très générale. Pendant que la slide suivante, elle va vraiment porter sur ces différentes questions. Et qu'est-ce que sont les critères par rapport à ces questions qu'on veut voir dans vos travaux écrites. Donc, elle va vous servir aussi comme une espèce de grille à remplir au fur et à mesure que vous développez votre dessin de recherche. On est bien conscient que vous n'allez pas vraiment analyser, non, parce que vous allez vous arrêter au dessin de recherche, mais on vous encourage d'avoir toujours une posture critique. Et lorsque vous allez mettre en avant la stratégie d'analyse, vous n'allez évidemment pas pouvoir la faire, mais par contre, vous pouvez bien évidemment compléter, vous poser la question, est-ce que c'était la bonne façon? Est-ce que les instruments que j'ai mis en avant, elles étaient les bonnes? Et même si c'était correct, comment vous aurez pu améliorer et quels étaient aussi les points faibles? Donc, essayez toujours d'avoir aussi cette posture critique, même vis-à-vis de vos propres travaux. Et aussi, quand vous pensez, et désolé pour interrompre là, mais quand vous pensez à les stratégies d'analyse, vous allez nous raconter comment, vraiment, quelle est l'entreprise analytique que vous voudriez amener pour répondre à cette question. On peut des types comparatifs, des types cas d'études, des types descriptifs. On n'est pas en train de vous demander quel type de modèle vous allez appliquer en cas des analyses, des sondages ou des enquêtes. On est en train de simplement de vous demander de nous spécifier quelle est la stratégie d'analyse de votre démarche scientifique. Maintenant, pour conclure, allez. Alors, avant tout, le travail écrit, vous allez devoir regarder avec chaque assistante. Pour ce qui concerne nos groupes, on va évidemment vous écrire aussi. Continuez à poster les différents développements de votre projet de recherche sur Google Drive et on vous souhaite bonne chance pour votre travail. On vous souhaite bonne chance, mais quand même bon travail, parce que c'est pas simplement une question de pouvoir vous lire et de voir tous ces progrès que vous allez faire au fur et à mesure que vous continuez dans votre travail. Donc, bonne chance. Au revoir.